J'ai accidentellement entendu ma belle-mère dire à mon mari que je ruinerais sa vie, et il a accepté. Ce jour-là, je suis rentrée à la maison plus tôt que d'habitude. Ma patronne avait laissé tout le monde partir après le déjeuner. C'était son anniversaire et elle avait décidé de nous offrir ce cadeau. Je marchais dans la rue, le sourire aux lèvres. Ces derniers temps, les sourires étaient devenus rares pour moi. Peut-être parce que Michael et moi venions de fêter notre 3e anniversaire de mariage et que la routine quotidienne avait lentement commencé à grignoter la romance. Ou peut-être parce que sa mère, Patricia, nous rendait visite de plus en plus souvent, restant parfois plusieurs jours. Lorsque Michael et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, il m'a semblé parfait, grand, avec des cheveux noirs et des yeux marron foncé. Il travaillait comme architecte dans un cabinet prestigieux de Boston. Intelligent, cultivé et doté d'un grand sens de l'humour. Nos rendez-vous étaient là comme sortis d'un film. Restaurants, promenades le long du port, billets de spectacle. Il m'a fait une belle cour, m'a offert des fleurs sans raison. Il m'a demandé en mariage après 6 mois de vie commune. Bien sûr, j'ai dit oui. J'ai rencontré sa mère peu avant le mariage. Patricia Harrison, une femme imposante aux cheveux gris parfaitement coiffés et au regard pénétrant, enseignait la littérature anglaise dans un collège privé. Lors de notre première rencontre, elle m'a longuement étudiée, me posant des questions sur ma famille, mon éducation et mes projets d'avenir. Je travaillais comme comptable dans une entreprise de construction et je ne pense pas que cela l'ait beaucoup impressionnée. Mais elle a souri et m'a dit qu'elle était heureuse pour son fils. Notre mariage était modeste. Michael a insisté pour qu'au lieu d'une célébration extravagante, nous consacrions l'argent à l'achat d'un appartement. Nous avons emménagé dans un petit appartement de 2 chambres dans un quartier résidentiel, en contractant un prêt hypothécaire sur 15 ans. J'étais heureux. Il me semblait qu'il n'y avait que des jours heureux devant nous. Les premiers signes d'alerte sont apparus environ 6 mois après le début de notre mariage. Patricia a commencé à venir tous les week-ends. D'abord, juste pour un café, puis pour la nuit. Elle apportait toujours des provisions, bonnes et chères, et préparait les plats préférés de Michael. « Emma, ma chère, ne te vexe pas. Mais mon fils est habitué à des repas faits maison depuis l'enfance, et ces aliments préemballés ne lui conviennent tout simplement pas, disait-elle en triant le contenu de notre réfrigérateur. Au début, je n'ai pas objecté. J'ai essayé d'apprendre d'elle. Je lui ai demandé des recettes. Mais à chaque fois, j'entendais une remarque. Je n'avais pas ajouté le sel correctement, je n'avais pas coupé les légumes comme il fallait. Michael aime les carottes en julienne, pas en cubes, me disait-elle. Puis elle ajoutait en souriant, « Mais tu apprendras, mais tu apprendras. Si tu le veux, bien sûr. » Pendant ces moments, Michael restait généralement silencieux ou changeait de sujet. Lorsque j'essayais de discuter avec lui du comportement de sa mère, il se contentait de l'ignorer. « Tu es trop sensible, elle veut bien faire. » Peu à peu, j'ai réalisé qu'il était plus facile de rester silencieux, de sourire et d'acquiescer, d'éviter les conflits. Puis vinrent les conseils sur la façon de tenir la maison, de s'habiller, de parler à mon mari. Michael n'aime pas qu'une femme s'occupe trop de sa carrière, a fait remarquer Patricia lorsque j'ai évoqué une possible promotion au travail. Un homme doit avoir l'impression d'être le pourvoyeur, pas de jouer les seconds rôles. Étrangement, Michael lui-même ne m'avait jamais rien dit de tel. Au contraire, il soutenait mes initiatives et était fier de mes réalisations. C'est du moins ce que je pensais. Les 3 années de mariage ont filé à toute allure. Nous avons fait de l'appartement notre maison, nous avons eu un chat
et nous sommes sortis de temps en temps pour aller au cinéma ou voir des amis le week-end. Une vie ordinaire pour un couple ordinaire. Mais la présence de sa mère se faisait de plus en plus sentir. Elle ne se contentait plus de nous rendre visite. Elle semblait vouloir diriger notre vie. Elle appelait tous les jours, demandant ce que nous mangions, où nous allions, de quoi nous parlions. J'avais l'impression qu'elle me surveillait, qu'elle évaluait la façon dont je m'acquittais de mon rôle d'épouse. Et ce jour-là, alors que je rentrais tôt à la maison, quelque chose en moi me disait qu'une conversation importante était sur le point d'avoir lieu. J'ai tranquillement ouvert la porte avec ma clé et j'ai entendu des voix venant de la cuisine. Michael, qui rentrait généralement plus tard que moi, était assis à table avec sa mère. Ils ne m'ont pas entendu entrer. Ils étaient trop absorbés par leur conversation. Je me suis figée dans le couloir, hésitant à entrer. Je ne voulais pas interrompre leur conversation. Mais ce que j'ai entendu ensuite m'a littéralement figée sur place. Patricia parlait doucement, mais distinctement. Sa voix, d'habitude si réservée en ma présence, était maintenant émotionnelle, emphatique. Elle a dit à Michael que je le retenais, qu'avec moi, il ne grandirait jamais, que je l'entraînais vers le bas, que je ne le laissais pas se développer. « Regarde qui tu étais avant elle », disait sa mère. « Un architecte prometteur. Tu avais de tels projets, de telles perspectives. Et maintenant, coincé dans ce petit cabinet, avec un salaire moyen, vivant dans un appartement de banlieue. Elle s'en contente. Pour elle, c'est le plafond. Mais tu mérites plus, mon fils. » J'attendais que Michael objecte, qu'il dise à sa mère qu'elle avait tort, qu'il avait choisi cette vie lui-même, qu'il était à l'aise, que nous étions heureux ensemble. Mais il est resté silencieux. Je l'entendais seulement tapoter sa cuillère à café contre le bord de sa tasse, ce qu'il faisait toujours lorsqu'il était nerveux. Patricia a continué. Elle a dit que je n'étais pas un bon partenaire intellectuel pour lui, que je ne partageais pas ses intérêts, que je ne pouvais pas tenir une conversation sérieuse. Tu as une âme d'artiste, tu as besoin d'une muse, pas d'une femme au foyer, a-t-elle insisté auprès de son fils. À ces mots, j'ai failli crier de douleur. Pouvait-elle vraiment penser que j'étais aussi primitive ? J'avais obtenu mon diplôme d'économie avec mention. Je lisais de la littérature contemporaine, je m'intéressais à l'art. Oui, je n'enseignais pas dans une université comme elle, mais est-ce que cela me rendait indigne de son fils ? C'est alors que Michael a pris la parole, tranquillement, comme à contre-cœur, et ces mots m'ont fait plus de mal que tous les reproches de sa mère. Parfois, je pense que tu as peut-être raison, dit-il. Une pause, un autre coup de cuillère sur la tasse. Quand nous nous sommes rencontrés, je voulais vraiment beaucoup. Je rêvais d'ouvrir mon propre studio, de participer à des concours internationaux. Et maintenant, je ne fais que dériver. Patricia l'a tout de suite compris. Tu vois, je te le dis, elle va te pourrir la vie. Si ce n'est pas maintenant, ce sera dans 5 ans. Tu te réveilleras à 40 ans et tu te rendras compte que tu as tout raté. Et elle sera heureuse dans son petit monde et ne comprendra même pas ce dont elle t'a privé. « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» demanda Michael, et j'entendis de l'incertitude dans sa voix. Il ne savait vraiment pas quoi faire avec notre mariage, de moi. Je me tenais dans la pénombre du couloir, pressant ma main contre ma bouche pour m'empêcher de sangloter. Tout s'écroulait en moi. 3 ans de vie commune, 3 années que je croyais heureuse, et pendant tout ce temps, il pensait que je le retenais, que j'étais la cause de ses ambitions non réalisées. Patricia a dit qu'il devait réfléchir sérieusement à son avenir, qu'il n'était pas trop tard pour recommencer à 30 ans. « Heureusement que vous n'avez pas encore d'enfant », a-t-elle ajouté avec du soulagement dans la voix. C'est alors que j'ai réalisé une autre chose terrible.
Michael et moi essayions d'avoir un bébé depuis 1 an, sans succès. J'avais même commencé à subir des examens. Et lui, n'en avait-il même pas parlé à sa mère? Ou bien il lui en avait parlé, mais ils étaient tous les deux heureux de nos échecs. Je ne pouvais plus rester là. Je suis retournée sur la pointe des pieds, jusqu'à la porte d'entrée. Je l'ai ouverte et refermée discrètement, suffisamment fort pour qu'il l'entende. Puis j'ai crié joyeusement, comme si je venais d'arriver. « Je suis à la maison. Nous avons de la visite ?» Ma voix était faussement lumineuse, mais ils ne l'ont probablement pas remarqué. Michael me rejoint dans le couloir. Il avait l'air un peu gêné, mais il s'est vite repris. Il m'a embrassé sur la joue et m'a demandé pourquoi j'étais rentrée si tôt. Je lui ai parlé de l'anniversaire de mon patron, du jour de congé inattendu. J'ai souri. J'ai plaisanté. À l'intérieur, tout était tremblant et douloureux, mais je ne le montrai pas. Patricia est sortie de la cuisine, m'a salué. Son visage arborait son habituel sourire poli. « Emma, ma chérie, je suis ravie que tu sois là. » J'étais sur le point de partir. Je suis passée 1 minute. J'ai apporté une tarte. Michael adore mon crumble aux pommes. Elle a tapoté l'épaule de son fils d'un geste si possessif que j'en ai été malade. Le reste de la journée s'est déroulé dans le brouillard. Nous avons dîné, regardé un film à la télévision, parlé de choses insignifiantes. J'ai fait de mon mieux pour agir normalement, ne pas révéler que j'avais entendu leur conversation, ne pas montrer à quel point mon cœur était brisé. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je fixais le plafond, repassant mentalement les paroles de sa mère. « Elle va gâcher ta vie. » Et sa réponse ? « Tu as peut-être raison. Comment cela a-t-il pu se produire? Quand a-t-il cessé de croire en nous? Et pourquoi ne m'avait-il jamais parlé de ses doutes? » Le lendemain matin, je me suis levée plus tôt que d'habitude. J'ai préparé le petit déjeuner, des crêpes dont Michael raffolait. J'ai mis la table. Pendant qu'il faisait la vaisselle, j'ai regardé notre cuisine. La cuisine ordinaire d'un couple marié, ordinaire. Notre photo de mariage sur le réfrigérateur. Des aimants amusants que nous avions ramenés de voyage. Des tasses avec nos initiales. Un cadeau d'amis. Tout semblait si confortable, si à nous. Mais était-ce vraiment notre monde commun ou seulement le mien, alors qu'il s'y sentait étranger? Michael est entré dans la cuisine, souriant d'un air endormi. « Waouh, des pancakes! Quelle est l'occasion ?» J'ai haussé les épaules. Je voulais juste faire quelque chose de gentil pour toi. Il m'a embrassé sur le dessus de la tête et s'est assis à la table. Un matin ordinaire, d'une journée ordinaire. Sauf que tout en moi avait été chamboulé. Toute la journée au travail, je n'arrivais pas à me concentrer. Je mélangeais les chiffres dans les rapports. Je me trompais dans les calculs. Mes collègues me demandaient si tout allait bien. J'ai hoché la tête et j'ai souri. « J'ai mal dormi », ai-je répondu. Mais je me disais, comment vivre avec ce que je sais maintenant? Faire comme si rien ne s'était passé? Ou rassembler mon courage et en parler à mon mari? Ce soir-là, nous avons de nouveau dîné ensemble. Michael a parlé de son travail, d'un nouveau projet qu'on lui avait confié. Il parlait avec enthousiasme, avec une étincelle dans les yeux. J'ai écouté et je me suis dit, il est là, mon mari, passionné par son travail. Ai-je vraiment l'impression de le freiner, comme si je ne le laissais pas s'épanouir? Après le dîner, j'ai pris ma décision. Alors que nous étions assis dans le salon avec des tasses de thé, j'ai prudemment entamé la conversation. Je lui ai demandé s'il était satisfait de son travail. Michael a haussé les épaules. Dans l'ensemble, oui. Bien sûr, j'aimerais avoir des projets plus intéressants, une plus grande liberté de création. Mais pour cela, il faudrait que je crée ma propre entreprise ou que j'aille travailler à l'étranger.
et nous avons d'autres priorités pour l'instant. » « Quelle priorité ?» ai-je demandé, sentant mon cœur se mettre à battre plus vite. Il m'a regardé avec une légère surprise. « Tu sais, l'appartement, l'hypothèque, la stabilité, peut-être un bébé bientôt. » J'avais envie de crier. « Et si ce n'était pas pour moi, si ce n'était pas pour notre mariage, que ferais-tu » Mais à la place, j'ai demandé calmement. « Michael, regrettes-tu de t'être marié avec moi ?» Il s'est figé, la tasse aux lèvres. Il s'est figé, la tasse aux lèvres, puis l'a lentement posée sur la table. D'où cela vient-il? Sa voix était tendue, j'ai haussé les épaules. Je réfléchissais. Tu parles de travail, de liberté de création. Peut-être que je te retiens? Peut-être que sans moi, tu aurais déjà ouvert ton propre studio ou tu serais parti travailler en Europe. Michael fronce les sourcils. Emma, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Bien sûr que non. Je prends mes propres décisions en matière de carrière. Mais je voyais bien qu'il évitait une réponse directe. Il ne disait pas « Non, je ne le regrette pas ». Il ne disait pas « Je suis heureux avec toi ». Il esquivait la question. « Ta mère pense autrement », ai-je dit, et je l'ai immédiatement regretté. Ce n'était pas la façon dont j'avais prévu de structurer la conversation. Je ne voulais pas révéler que j'étais au courant de la conversation d'hier. Michael se crispe encore plus. « Qu'est-ce que maman a à voir là-dedans? Vous vous êtes encore disputés? » « Non. » J'ai secoué la tête. « C'est juste que... » Elle laisse souvent entendre que je ne suis pas fait pour toi, que tu mérites quelque chose de plus. Il soupire. « Emma, tu es trop sensible. Maman est de la vieille école. Elle a ses propres idées sur la vie. Ne prends pas tout si personnellement. Encore une fois, une dérobade. Encore une fois, pas un mot sur le fait de ne pas être d'accord avec sa mère, sur le fait de m'aimer tel que je suis. Tu sais, dis-je, sentant une boule monter dans ma gorge, parfois j'ai l'impression que tu ne me défends pas. Quand ta mère fait des commentaires, me critique, tu restes silencieux. Quand elle se mêle de nos affaires, tu la laisses faire. Pourquoi, Michael? Il se leva du canapé et fit les 100 pas dans la pièce. Emma, ne faisons pas ça. Maman est maman. Elle veut bien faire. Oui, parfois elle va trop loin, mais c'est par amour. Elle a toujours été exigeante envers elle-même et envers les autres. Ne le prends pas personnellement. Et si je disais que ça me dérange qu'elle vienne à l'improviste, quand elle s'empare de notre cuisine comme si c'était la sienne, quand elle me donne des conseils que je n'ai pas demandés? Michael me regarde avec irritation. Je ne vais pas me disputer avec ma mère pour de si petites choses. Elle n'est plus toute jeune, elle a besoin de notre attention. D'ailleurs, en quoi ces visites te dérangent-elles? Elle nous aide, elle cuisine, elle fait les courses. Beaucoup seraient heureux d'avoir une telle belle-mère. J'ai regardé mon mari et je ne l'ai pas reconnu. C'était comme si une autre personne se tenait devant moi. Pas le Michael attentif et attentionné dont j'étais tombée amoureuse, mais le fils de quelqu'un qui avait l'habitude de se soumettre à la volonté de sa mère et n'y voyait rien d'étrange. « Tu ne prendras jamais mon parti, n'est-ce pas ?» demandai-je à voix basse. Michael s'est assis à côté de moi et m'a pris la main. « Emma, il n'y a pas de camp ici. Nous sommes une famille. Toi, moi, maman. Nous devrions nous soutenir les uns les autres, pas nous diviser en camps. S'il te plaît, laisse tomber ce sujet. Tu es juste de mauvaise humeur, fatiguée. Tout va s'arranger. » J'ai acquiescé, mais au fond de moi, j'ai compris. Rien ne s'arrangera. Parce que le problème n'était pas mon humeur. Le problème était que mon mari ne me considérait pas comme une priorité. Il ne plaçait pas notre relation au-dessus de celle qu'il entretenait avec sa mère. Et semble-t-il, au fond de lui, il était d'accord avec elle. Je le retenais. Je n'étais pas la personne dont il avait besoin.
La semaine suivante s'est déroulée dans une atmosphère étrange. Michael et moi marchions sur des œufs, ne parlant que de choses banales, évitant les sujets sérieux. J'essayais d'agir normalement, mais à l'intérieur, tout se crispait de douleur chaque fois qu'il décrochait le téléphone et répondait à l'appel de sa mère. Il se rendait dans une autre pièce, parlait à voix basse. De quoi parlait-il? Parlait-il encore de moi, de mes défauts, de mon inaptitude? Le samedi, Patricia est revenue nous rendre visite. Elle apportait des sacs de provisions, des livres pour Michael. Je l'ai accueillie avec un sourire poli et lui ai offert du thé. Elle m'a regardé avec son regard scrutateur, comme si elle essayait de lire quelque chose sur mon visage. Savait-elle que j'avais entendu leur conversation? Se doutait-elle de quelque chose? Michael s'est occupé de sa mère, l'a aidé à déballer les courses, lui a montré des photos sur son ordinateur portable. Et moi, je me suis assise sur le côté, me sentant comme une étrangère, dans ma propre maison, avec mon propre mari. Ce soir-là, après le départ de Patricia, j'ai décidé de reparler à Michael. Nous étions dans la cuisine, je faisais la vaisselle, il essuyait les assiettes avec une serviette, une scène quotidienne de la vie conjugale. Je lui ai dit que je voulais aller voir mes parents pendant quelques jours, seule. Michael a été surpris. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? J'ai secoué la tête. Non, je veux juste me reposer, passer du temps avec maman et papa. Je ne les ai pas vus depuis longtemps. Il a haussé les épaules. Si tu veux, quand comptes-tu partir? Demain, ai-je répondu. Pour 3 ou 4 jours, Michael a acquiescé, mais je voyais bien que ma décision le laissait perplexe. D'habitude, nous rendions visite à mes parents ensemble. Ils vivaient dans une ville située à environ 2 heures de train. Des gens gentils et simples, papa travaillait comme ingénieur dans une usine. Maman était infirmière dans une clinique. Ils adoraient Michael, qu'ils considéraient comme un jeune homme prometteur. Ils étaient fiers que leur fille ait épousé un architecte. « Donne-leur le meilleur de moi-même », dit Michael en accrochant la serviette à un crochet. Et c'est tout. Aucune question sur les raisons de mon départ soudain. Il n'a pas essayé de me retenir. Peut-être était-il même heureux d'avoir la chance de passer quelques jours sans moi, d'inviter sa mère, de parler ouvertement avec elle, sans avoir à tenir compte de mes sentiments. Le lendemain, j'ai préparé un petit sac et je suis partie tôt le matin. Michael dormait encore. C'était le week-end et il aimait bien faire la grasse matinée. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine. J'ai écrit que j'appellerais dans la soirée, qu'il y avait des plats préparés dans le réfrigérateur, qu'il fallait juste les réchauffer, comme si je partais pour affaires et non pour fuir une relation qui s'effondrait sous mes yeux. Mes parents m'ont accueilli avec joie, mais ont vite remarqué que quelque chose n'allait pas. Maman m'a demandé si tout allait bien entre Michael et moi. J'ai plaisanté. J'ai dit que j'étais juste fatiguée par le travail, que j'avais besoin de changer d'air. Elle a acquiescé, mais je pouvais lire de l'inquiétude dans ses yeux. Maman savait toujours quand j'avais des problèmes. Le soir, Michael a appelé. Il m'a demandé comment j'étais arrivée, comment allèrent mes parents. J'ai répondu brièvement. Il n'était pas très bavard non plus. Nous avons échangé quelques phrases et nous nous sommes dit au revoir. Les 4 jours passés avec mes parents ont passé très vite. J'ai aidé maman à faire le ménage. Je me suis promenée dans des rues qui me sont familières depuis mon enfance. J'ai même retrouvé quelques amis d'école. Étrangement, loin de notre appartement, loin de Michael, loin de Patricia, je respirais mieux, comme si je m'étais débarrassée d'un poids lourd. Le dernier soir avant mon départ, maman et moi étions assises dans la cuisine. Papa était déjà couché. Il devait se lever tôt pour aller travailler.
Nous avons bu du thé, parlé de choses et d'autres. Et soudain, maman a posé une question directe. « Chérie, tu as des problèmes avec Michael. » Je voulais mentir, dire que tout allait bien, mais je ne pouvais pas. Les larmes ont coulé toutes seules de mes yeux. Ma maman m'a prise dans ses bras, m'a caressé la tête comme quand j'étais enfant, et je lui ai tout raconté. La conversation entendue, les paroles de sa mère, la réaction de mon mari, de mes doutes, de mes peurs, de mes blessures. Maman m'a écouté attentivement, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a soupiré. « Emma, chaque famille a ses crises. Les premières années sont les plus difficiles. Vous vous adaptez, vous apprenez à vivre ensemble. Et les belles-mères, il y en a de toutes sortes. J'ai eu de la chance avec ton père. Sa mère était une perle, que Dieu ait son âme. Mais beaucoup de mes amis ont eu des problèmes avec les mères de leurs maris. J'ai acquiescé en essuyant mes larmes. J'ai compris que maman essayait de me réconforter, de trouver une explication. Mais elle n'avait pas entendu ces mots. Elle n'avait pas vu que Michael était d'accord avec sa mère. « Parle-lui », lui conseilla maman. « Dis-lui directement ce qui te tracasse. Peut-être qu'il ne se rend même pas compte à quel point son comportement te blesse. Souvent, les hommes ne remarquent pas ce genre de choses. J'ai promis de lui parler. Bien qu'au fond de moi, j'avais des doutes. Qu'est-ce qu'une conversation de plus changerait? Si Michael pensait vraiment que je le retenais, que c'était à cause de moi qu'il n'avait pas accompli plus de choses dans la vie, pourrais-je le convaincre du contraire? En rentrant chez moi, j'ai trouvé l'appartement en parfait état. Il y avait un vase avec mes marguerites préférées sur la table. Michael m'a accueilli avec un sourire, m'a serré dans ses bras et m'a embrassé. « Tu m'as manqué », m'a-t-il dit, et je l'ai presque cru. J'ai presque oublié cette conversation dans la cuisine, ces mots, ces doutes. Ce soir-là, au cours du dîner, il s'est montré inhabituellement bavard. Il parle de son travail, de nouvelles idées. Ses yeux brillent lorsqu'il évoque un projet de reconstruction d'un manoir historique au centre-ville. Imaginez, ils m'ont fait confiance pour développer le concept de manière indépendante. Bien sûr, ils feront des ajustements plus tard, mais c'est quand même l'occasion de montrer ce que je sais faire. J'ai souri, j'étais content pour lui. J'ai pensé, le voilà, mon Michael, passionné par son travail, celui dont je suis tombée amoureuse. Peut-être que tout va s'arranger, peut-être que les paroles de sa mère n'étaient rien que ses fantasmes, son désir de contrôler la vie de son fils. Et comme il n'avait pas envie de discuter avec elle, il hocha la tête en guise de réponse. Mais Michael a ajouté avec désinvolture, « Au fait, j'ai réfléchi. Peut-être devrions-nous mettre nos projets de bébé en attente, au moins pour 1 an ou 2. C'est une période tellement importante de ma carrière. Il y a tellement d'opportunités qui s'ouvrent à moi. Nous pourrons toujours avoir des enfants plus tard. » Je me suis figée, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. Il y a 1 an, c'est Michael qui m'avait dit qu'il voulait être père, qu'il se sentait prêt. Nous avons fait des projets, choisi des noms. Quand nous n'avons pas pu concevoir, il m'a rassurée. Tout ira bien, il nous faut juste du temps. Et maintenant, nous avons mis nos projets en attente. Après la conversation avec sa mère, après qu'elle lui a dit que des enfants l'attacheraient encore plus, le priveraient de la possibilité de recommencer à zéro. « Comme tu veux », répondis-je tranquillement. Je n'avais pas la force d'argumenter, de lui rappeler nos précédentes conversations, ses désirs. À quoi bon? S'il avait vraiment des doutes sur notre mariage, sur la justesse de son choix, devrions-nous avoir un enfant? Quelques semaines plus tard, j'ai appris que Michael s'était vu offrir un stage de 6 mois à San Francisco, un cabinet d'architecture prestigieux, une expérience internationale. Il ne me l'a pas dit tout de suite,
Il l'a d'abord annoncé à sa mère. Elle était bien sûr ravie. Une occasion comme celle-ci ne se présente qu'une fois dans une vie, a déclaré Patricia au cours du dîner, où elle nous a invités à discuter des détails. Je voyais les yeux de Michael s'illuminer lorsqu'il parlait des projets sur lesquels il pourrait travailler là-bas, des gens qu'il rencontrerait, des perspectives qui s'ouvriraient à son retour. Et j'ai compris, c'était sa chance, une chance de comprendre ce qu'il attendait vraiment de la vie. « Vas-y », lui ai-je dit ce soir-là, lorsque nous nous sommes retrouvés seuls. « C'est une bonne opportunité pour ta carrière. » Michael a eu l'air surpris. « Ça ne te dérange pas ? Je n'ai jamais été contre ton développement, ai-je répondu. Je ne t'ai jamais empêché d'avancer. Mais j'ai besoin de savoir. Est-ce que tu vas là-bas pour travailler ou pour décider si tu as encore besoin de cette famille ? Il a détourné le regard. Emma, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que, quoi qu'il arrive, notre mariage ne serait plus jamais le même. Trop de choses d'amour avaient été dites, trop de choses avaient été révélées, et il ne s'agissait même pas de Patricia, ni de son influence. Il s'agissait du fait que Michael n'était pas sûr de son choix, il n'était pas sûr de moi, et qu'il n'avait probablement jamais été complètement sûr. « Alors décide-toi, dis-je fermement. Participe à ce stage, vis 6 mois comme tu le souhaites, pas comme le souhaite ta mère, et comprends enfin ce que tu attends vraiment de la vie, de toi-même, de nous. » À l'aéroport, lors de son départ, j'ai tenu bon. J'ai souri, j'ai promis d'appeler, de rester en contact. Mais au fond de moi, je savais que nous étions à la croisée des chemins, et il n'y avait aucune garantie que nous choisissions le même chemin. Le premier mois de son absence a été le plus difficile. J'ai appris à vivre seule, cuisiner pour une personne, dormir dans un lit vide, passer les soirées en silence. Michael m'appelait tous les jours, me parlait de son travail, de ses collègues, de San Francisco. J'écoutais, je souriais, je donnais de mes nouvelles. Nous parlions de tout, sauf de l'essentiel. Nous, l'avenir. Puis les appels se sont espacés. Beaucoup de travail, a-t-il expliqué. Je ne lui ai pas mis la pression, je ne lui ai pas fait de reproches. J'ai compris. Il avait besoin d'espace, du temps pour réfléchir. Et 3 mois plus tard, j'ai réalisé que j'étais enceinte. Le test a révélé 2 lignes, si claires, si lumineuses. Je n'en croyais pas mes yeux. Tant de tentatives, tant de déceptions. Et finalement, c'est arrivé. Alors que nous n'en avions même plus l'intention. Je ne savais pas comment le dire à Michael. Au téléphone, dans un message, attendre qu'il revienne en avion pour le week-end, et s'il voyait cela comme un piège, un moyen de le lier à moi, à notre mariage. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise dans la cuisine, j'ai regardé les lumières de la ville par la fenêtre et j'ai réfléchi. Que dois-je faire? Je voulais ce bébé plus que tout au monde. Mais étais-je prête à l'élever seule si Michael décidait de ne pas revenir? Le matin, je l'ai appelé. « Il faut qu'on parle », lui ai-je dit. Il a entendu quelque chose dans ma voix, il s'est inquiété. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien ?»« Je suis enceinte, Michael, » ai-je répondu simplement. Le silence, long, lourd, puis sa voix, tremblante d'émotion. « Vous êtes sûr? 3 tests, tous positifs. » Silence à nouveau. Puis il a dit « Je prends le prochain vol. Attendez-moi. » Il est arrivé le lendemain. Il est entré dans l'appartement, a déposé son sac dans l'entrée et m'a serré fort dans ses bras. « Emma, c'est un miracle, » a-t-il chuchoté. « Notre bébé, enfin. » Nous avons parlé toute la nuit, du bébé, de nous, de l'avenir.
Michael a avoué que ces mois passés loin de la maison avaient clarifié beaucoup de choses pour lui. « Tu sais, a-t-il dit en me regardant dans les yeux, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de toi. Ce n'est pas toi qui m'as retenu. Il s'agissait de moi, mes peurs, mes insécurités. J'ai passé toute ma vie à essayer de répondre aux attentes de ma mère et non à mes propres désirs. J'ai écouté et j'ai eu peur de croire. J'avais peur qu'il s'agisse d'une autre illusion, un autre « tu as peut-être raison ». Et maintenant, j'ai demandé. Maintenant, es-tu sûr de toi-même, de moi, de nous? Il a pris mes mains dans les siennes. Maintenant, j'en suis certain. Ma place est ici, avec toi, avec notre enfant, et je ne laisserai personne s'immiscer dans notre vie, ni maman, ni les collègues, ni personne d'autre. C'est notre famille, Emma, et je la protégerai, te protéger. Je me suis pressée contre lui, sentant mon cœur battre la chamade. Je ne savais pas si je pouvais faire confiance à ces mots, mais je voulais y croire. Je voulais nous donner une chance, pour moi, pour lui, pour le bébé qui grandissait sous mon cœur. Lorsque nous avons annoncé la grossesse à Patricia, elle a réagi avec retenue. Elle nous a félicités, bien sûr. Elle a dit qu'elle était heureuse pour nous, mais je pouvais lire de l'inquiétude dans ses yeux. Un bébé signifiait que Michael serait encore plus lié à moi, à notre famille, que les chances de repartir à zéro seraient encore plus minces pour lui. Mais son inquiétude s'est avérée inutile. Michael avait vraiment changé au cours de ces mois. Il est devenu plus décisif, plus confiant en lui-même. Pour la première fois, il a fermement fixé des limites dans sa relation avec sa mère. Il lui a dit qu'il appréciait ses soins, mais qu'il prendrait lui-même les décisions concernant sa famille, par nous-mêmes. Lorsque notre fille est née, il a insisté pour que nous lui donnions le nom de ma mère, Nathalie, pas de sa mère, comme Patricia s'y attendait. Et cela aussi était un symbole, le symbole qu'il avait choisi, sa propre voie, sa propre vie, pas celle que sa mère avait tracée pour lui. Notre relation avec ma belle-mère a changé. Elle est devenue plus réservée, mais aussi plus respectueuse. Elle venait toujours nous rendre visite, mais moins souvent. Elle donnait encore des conseils, mais plus prudemment, moins catégoriquement. Et surtout, elle a enfin vu et reconnu les succès de son fils. Elle était fière de lui, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour le père qu'il était devenu, le mari. 1 an plus tard, Michael a finalement franchi le pas et ouvert son propre petit studio. Pas d'un seul coup, ni en quittant complètement son emploi principal, mais c'était un pas vers un rêve, vers la réalisation de soi. Et je l'ai soutenu en tout, comme je l'avais toujours fait, malgré ce que Patricia pensait de moi. Parfois, en berçant ma fille, je pense à ce jour où j'ai entendu par hasard la conversation de mon mari avec sa mère, aux mots qui m'ont fait si mal. « Elle va gâcher ta vie ». Patricia avait tort. Notre mariage n'a pas gâché la vie de Michael. Au contraire, il lui a donné la force de construire la vie dont il rêvait, de devenir celui qu'il voulait être. Et je pense aussi que ce qui est le plus effrayant, ce ne sont pas les paroles d'une belle-mère, ce ne sont pas ses tentatives de contrôle, d'influence, de direction. La chose la plus effrayante est de réaliser que vous êtes dans une famille où personne ne vous défend, où votre partenaire ne prend pas votre défense, ne défend pas vos limites communes, vos intérêts communs. Mais heureusement, ce n'est pas notre histoire. Michael a trouvé la force de protéger notre famille, de prendre mon parti de notre côté. Et pour cela, je lui suis reconnaissante chaque jour.